Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de Condor au gaz. Faites un tour de Condor en famille, entre amis et même entre collègues. Tarif spécial pour les entreprises. Condor au gaz pour voyager autrement. Bonsoir tout le monde, bienvenue à CKRL 89.1. C'est votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de Tintin. C'est l'émission E égale RG2 parce que bien sûr, qui dit été dit Tintin. Aujourd'hui, on va s'attarder à deux autres livres cultes de la série Tintin. Les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil. Avec moi autour de la table, comme à l'habitude bien sûr, Olivier Morissette, bonjour. Salut François. François Jean, bonjour. Salut François. Tania Beaumont, bonjour. Allô. Guillaume Plante, bonjour. Bonjour tout le monde. Et je suis François Angers. Donc voilà, les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil. C'est les albums qu'on va regarder ce soir. Allez chercher vos albums, hein, lisez-les avec nous, bien sûr, ça fait toujours, je pense que c'est toujours quand même plaisant de faire ça, parce que on va essayer de vous situer un peu dans le temps. On va vous donner également les pages importantes à aller voir. Donc allez chercher vos albums. On vous suggère également de nous faire vos commentaires, vos suggestions pendant l'émission, si vous en avez, sur le facebook.com/RG-CKRL, RG-HRGA-CKRL, et également sur Twitter. Si vous êtes sur Twitter, on est là aussi. On persévère, même si... c'est moins populaire. Même si c'est moins populaire que Facebook. Donc, sur Twitter, c'est le hashtag MatraqueMolle, qui, visiblement, de plus en plus, ça n'existe pas. Les MatraqueMolle... Mais pourtant, le référent est... Ouais, non, mais le référent est là, pareil, parce que moi, j'en parle à des gens, ils me disent, non, on comprend, c'est quoi la matraque-molle. Ouais, les gens comprennent, et je pense qu'ils comprennent le concept plus que la chose comme telle, parce que visiblement, il n'y en a pas. Mon plus vieux fils jouait aux charades au patro hier, puis son ami mimait bâton, et lui, il a crié, en se trouvant très drôle, matraque-molle! Personne ne comprenait. Ça vient peut-être des films aussi. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, Tania, on a vu dans les premiers dessins, les premières versions, hein, que les matraques semblaient molles, puis ils ont été redessinées plus rigides. Je pense qu'elles ont ramolli dans la série animée. C'est peut-être ça. Très possible. Ouais, celle qui passait à Radio-Canada. Enfin, peu importe, nous, on persévère avec le hashtag matraque-molle jusqu'à la fin de la série. Ça va être... Mes matraques seront molles ou elles ne seront pas. Ce soir, encore une fois, un diptyque qui, je vous rappelle, n'est pas une maladie. Non. Une histoire en 2 parties. Donc, les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil. Juste avant de parler des albums, je vais quand même faire deux petites mentions. Vous savez, depuis quelques albums déjà, on parle on fait le décompte des sapristis. On recense tous les sapristis qu'il y a dans les albums de Tintin. Et c'est sympathique, je pense que les gens aiment bien ça. Il y a beaucoup de vues sur la page Facebook. Et pour l'instant, c'est moi qui prends les sapristis en note, et ça me demande de savoir compter à peu près jusqu'à 9. Ce qui est quand même pas si pire que ça. Sauf que là, on a quelque chose, on va en parler un peu plus tard. Écoute, c'est magique, c'est Guillaume Plante, ici présent, qui prend le décompte des sabords. C'est peut-être une des plus grandes erreurs que j'ai fait de ma vie d'avoir commencé ça, parce que je me sens comme dans Pi de Darren Aronofsky. Là, j'étais à ça de me trépaner devant le miroir avec une perceuse. Les chiffres sont partout. T'es en noir et blanc en très fort contraste. Trop de chiffres. Ouais, alors, on va vous en parler tantôt. C'est complètement débile. Ça n'a aucun bon sens. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est un fichier Excel. C'est d'une beauté. Le décompte des sabords, c'est quelque chose. Il y a des formules. C'est incroyable. Et également, je voudrais saluer, parce que cette semaine, on a eu une belle diffusion de la part d'une page Facebook qui s'appelle Planète Tintin. Ils ont diffusé les informations sur l'émission. La page, puis le décompte des sapristis, je pense aussi. Ben oui, aussi. Ouais. Puis donc, on leur dit merci, puis on les salue. Parce que, salut Planète Tintin. Ils nous écoutent. Salut Planète Tintin et tous vos lecteurs. Et on s'excuse pour ce qui va se dire dans la prochaine heure. Exactement. Bien sûr. Donc, les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil. On est encore pendant la guerre. Les histoires de Tintin sont publiées dans le journal Le Soir, qui encore une fois est très proche du régime nazi qui est en place là-bas en Belgique. Et donc, Hergé a laissé de côté depuis quelques albums déjà les histoires très très politiques. Là, on est dans l'aventure, carrément. Et là, on est... donc, ça commence avec les 7 boules de cristal. On a le professeur Tournesol qu'on a connu depuis l'album Le Trésor de Rackham le Rouge.
Et donc, le professeur Tournesol, qui, à la fin, on sait, avait acheté le château de Moulinsart pour que le capitaine Haddock puisse y habiter. C'est le sugar daddy du capitaine. C'est un peu ça. C'est lui qui perçoit le loyer ou c'est pas clair. Je pense pas que mais comme je disais la semaine dernière, il y a un flou notarial, là, parce que le château de Moulinsart avait quand même été légué. Ouais, c'est l'héritage direct. Avait été légué par le roi Louis XIV. Au chevalier François de Haddock. Mais là, en tout cas, c'est pas... En tout cas, peu importe, là, bon... Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, ils sont arrangés. Donc, c'est ça. Donc, le professeur Tournesol qu'on avait vu... le professeur Tournesol, évidemment, scientifique étrange, il se ramasse dans une histoire... c'est des ethnologues qui sont allés faire une expédition au Pérou. Ils ont ramené toutes sortes de choses, évidemment, comme tous les bons ethnologues font quand ils partent en expédition. Ils ramènent un paquet de choses. Donc, ils ont ramené une momie, ils ont ramené des sortes de bracelets, des bijoux. Et là, les 7 ethnologues qui étaient dans l'expédition, au fur et à mesure de l'histoire, ils tombent tous dans une espèce de profond coma. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Chacun, un à la suite de l'autre, tombe dans le coma. Et... ça va être au tour du professeur Tournesol également lui-même de tomber dans le coma. Non, il se fait enlever. Il disparaît. Mais il disparaît, mais il avait mis le bracelet, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il se fait enlever. Oui, c'est ça. Ouais. Il disparaît dans le jardin. Tout est lié. Oui, c'est ça. Parce que les autres technologues, c'est pour ça qu'ils sont dans le coma, parce qu'ils avaient touché au système. La passe du bracelet, c'est juste à la fin du 2e livre. Alors, merci d'avoir divulgaché le punch. Mais on l'a dit depuis le début, on divulgage tout, là. On dit tout, là. Les gens connaissent ces histoires-là. On a vu les films. Et là, dans le Temple du Soleil, qui est un classique quand même, parce que chaque année, à Ciné-Cadeau, on voit le Temple du Soleil. Et c'est dans cet album qu'on fait la rencontre de Zorino, qui est le petit garçon le plus... je dirais pas pathétique, mais mon Dieu, c'est il pas est tellement... facile. Ah, c'est pas facile pour Zorino. Ils ont distillé un orphelin, puis ça a donné Zorino. Là. Exactement. Ah, ouais. C'est vraiment à l'état pur. Là. C'est 100%... Un marchand d'orange. Pure grain orphelin. Non, pas un de ces orphelins qui ont coupé avec la petite vache, là. Non, du vrai orphelin. Dans la ligue, la petite fille aux allumettes. C'est le petit Inca aux oranges. Même la petite fille aux allumettes, elle trouve que Zorino fait pitié. Là. Elle y donne une allumette, elle dit, garde, fais ce que tu veux avec. Donc, Tintin, évidemment, et le capitaine Haddock qui partent à la recherche du professeur Tournesol au Pérou, plein d'aventures, évidemment, rencontre Zorino dans les montagnes, et finalement, ils s'en sortent grâce au fameux truc. Au fameux truc de l'éclipse du soleil, parce que Tintin avait lu qu'il y aurait une éclipse du soleil à ce moment-là, et il réussit à s'en sortir. Et du haut de son nuage, le gars des vues regarde la scène et dit, voilà, mon travail est bien. Exactement. Et finalement, il y a de la magie dans cet univers, parce que évidemment, oui, les ethnologues avaient été vraiment envoûtés, et en jetant une poupée dans le feu, voilà, l'envoûtement disparaît. C'était du vaudou, finalement. Oui, c'est du bon vieux vaudou comme on l'aime. Ça m'a saisi quand même. Là. C'est comme, je suis pas déçu, mais je trouve que le reste des albums précédents étaient tous à côté quand même assez bien dans la réalité. Et tout d'un coup, de se faire servir un bon vieux, c'est un magicien qui l'a fait, ça m'a décontenancé. Je suis pas fâché après RG, rien, là, mais ça m'a quand même ça m'a saisi. Mais il y a l'étoile mystérieuse. On l'a pas vu encore, d'ailleurs, je vais le préciser, l'étoile mystérieuse qui se passe avant, cet album-là, donc qui se passe avant le Secret de la licorne. On l'a tassé pour pouvoir faire les albums ensemble. Donc on va en parler plus tard, mais l'étoile mystérieuse aussi, il y a quand même un côté un peu moi je dirais qu'elle relève plus de la science-fiction. Ouais. C'est pas vraiment... ça, c'est carrément de la fantastique. Fantastique, c'est ça. Mais, de la mythologique un peu. On s'intéresse à un nouvel élément qui aurait peut-être des propriétés J'aurai l'occasion de t'en parler avec certaines expériences. Oui, tout à fait, parce que, évidemment, comme pour ceux qui suivent l'émission, François Jean est notre testeur en résidence. Il fait toutes sortes d'expériences avec ce qui se passe dans les albums, et ça finit toujours très très mal. Est-ce qu'on va être déçu aujourd'hui? Non, fais-toi ça pas, évidemment. J'ai vécu des choses. Profiter de ton billet de saison à l'Enfant Jésus? Ah oui. C'est pas à l'Hôtel Dieu? Ils l'ont kické à trop cher. Un petit morceau de moi dans tous les hôpitaux. Bon, les 7 boules de cristal, évidemment, ça commence sur les chapeaux de roue avec un personnage fortement désagréable. Pas très gentil, hein? Qui a quand même un peu raison, mais pas agréable, parce qu'il dit il dit ça va mal, Tintin lit à propos de ce qui est arrivé aux ethnologues, et là le monsieur dit ça va mal finir cette histoire-là, mêlez-vous donc de vos affaires, monsieur. Mais il dit quand même quelque chose que je trouve quand même
Pertinent, ouais. C'est très pertinent. Il dit, pourquoi ne laisse-t-on pas ces gens tranquilles? Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois? Ben ouais, moi aussi je trouvais que ça avait bien de l'allure comme phrase. Je trouvais ça intelligent. On dirait que le monsieur, ça lui permet d'être désagréable comme ça. C'est ça. Mais à force de lire là, au-dessus de l'épaule de tous les passagers du train, là, il a fini par développer un sens critique puis une vision assez globale de la chose. Ouais, c'est vrai. Et à la page 2, on rencontre Capitaine Haddock qui a son nouveau rôle de nouveau riche ben oui, il est au château puis le pecno de Moulinsart. C'est ça va très bien son affaire. Et il porte la redingote, le monocle. Ben oui, c'est ça. Et que dire de ses pantalons? Et allez voir ça, page 2, page 2, 3. Capitaine Haddock a de très, très, très petites jambes. C'est très fin. C'est bizarrement petit. Bizarrement petit, hein? Ouais. Disproportionné. Ouais. La théorie, c'est que en tant que bon marin, il aurait perdu ses 2 jambes dans l'océan et il aurait 2 jambes de bois, ce qui explique la minceur de ses appendices. Effectivement. D'ailleurs, on le voit jamais en Bermuda, en short, en maillot de bain. Le capitaine Haddock toujours en long, hein? Peut-être pour cacher ses appendices. Il veut pas donner d'écharde à personne. Ouais, c'est ça. Peut-être parce que quand on le voit d'habitude habillé en capitaine Haddock, ses pantalons sont tout à fait normaux. Ils sont plus amples aussi. Ouais, ils sont quand même amples, mais on s'attend pas au fait qu'il y ait des si petites jambes. Ben, écoute, tu m'en parles, puis je regarde attentivement ses pantalons. On dirait que toute la chair de ses jambes se ramasse dans ses cuisses suite à une opération de corset ou truc du genre. Mais tu sais, c'était pas son château. Il a peut-être juste pris un habit de jockey qui était là et c'est pas des bonnes bottes, c'est pas la bonne grandeur. Ouais. Et finalement, ça y remonte tout ça des cuisses. C'est un peu trop serré, peut-être un peu comme un corset, mais pour la cheville. En tout cas, gardons ça en tête, mais moi, je pense que je suis assez... Il est difforme, on dirait qu'il y a des séchoirs à cheveux au bout des genoux. Non, c'est pas le plus beau. C'est pas le plus beau dessin, on va se le dire. On regarde également Nestor qui, assume pleinement son rôle de domestique maintenant. Ouais. Et on dit dans le dernier épisode que Nestor refoulait beaucoup. Et on a éliminé la théorie qu'il faisait du yoga pour se calmer. Pour se calmer un peu. Et on a la preuve ici. Page 4. Hein? Page 4 où Nestor fait, mon Dieu, de très belles acrobaties sans renverser quoi que ce soit. Ouais. Non, mais... Là, c'est la preuve. C'est vraiment la preuve. Il fait du yoga ou du breakdance. C'est peut-être le B-boy Nestor. Drop that shit, yo! Il fait peut-être les deux aussi. Il y en a un qui le garde en forme puis l'autre qui le relaxe. Oui. Ça se jumelle bien. B-boy yoga Nestor. Ça roule sur la langue. Il y a quand même des femmes, dès le départ. Oui, un petit peu. Qui ont peut-être pas des rôles de grande importance. Ils les ont mis au début. Comme ça, on est correct pour le reste des épisodes. C'est comme un condensé de femmes, là. Il y en a quand même quelques-unes. On a la diseuse de Bonaventure, qui va donner un spectacle au musical. Donc, elle fait partie de la distribution. Il y a aussi Madame Clermont, à qui on va annoncer publiquement. Ben oui, que son mari... est tombée malade, donc elle fait partie c'est une épouse d'ethnologue, puis on arrête carrément le spectacle. Une ethnopause, comme on dit. Le mot me manquait, merci. Ouais. Et on annonce devant tout le monde que son mari est gravement malade, alors que la diseuse de Bonaventure l'avait pressenti, évidemment. Et il y a même la Castafiore avec une nouvelle mise en pli, qui est de retour dans ce même spectacle, avec une coupe plutôt brunette là, pour participer. Je trouve que ça y va pas nécessairement mieux. Déjà, je trouve pas que c'est une belle femme. Le brun, c'est pas sa couleur, on va se le dire. Donc, il y a des infirmières aussi plus tard. Voilà, j'ai terminé ma chronique féminine, encore une fois, très brève. Et donc, dans ce spectacle de musical où on apprend qu'un des ethnologues est tombé malade, on fait la rencontre d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis l'oreille cassée. Oui. Le général Alcazar qui avait pris le pouvoir au San Théodoros. C'est pas le seul personnage, je vais te revenir là-dessus tantôt. Hein? Il y en a un autre personnage qu'on a vu dans l'oreille cassée qui revient dans je vais vous surprendre. Oh mon Dieu, oui. Le suspense, nous... Ben oui, vraiment. Ça me ronge, oui. Ben oui, nous ronge. On retrouve le général Alcazar qui est maintenant lanceur de couteaux. Oui. Qui est quand même une bonne... c'est une bonne drop. Au niveau du statut social. De général à bête de cirque ou presque, là, parce qu'il fait un spectacle du genre-là. Ouais. Et pensez-vous que c'est un peu en hommage au lanceur de couteau dans l'oreille cassée qui était pas capable de lancer comme du monde? Oui, c'est ça. Qui lançait toujours trop à droite. Peut-être qu'il y a un petit lien à ça. Hein. D'ailleurs, Tintin se demande qu'est-ce qui s'est passé pour que
Le général Alcazar, par quel avatar le général Alcazar se ramasse sur les scènes du musical? Ben oui. Page 13, Révolution. Encore cette canaille de général Tapioca qui a pris le pouvoir. Ben oui. Et après quelques métiers, Monsieur Alcazar décide de lancer des couteaux devant public. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche là-dessus, puis j'ai trouvé la biographie de Général Alcazar. Ouais. C'est Maté par un pudding que ça s'appelle. Et puis, vitement, c'est publié chez. Ça, c'est chez. Je pense que c'est Casterman qui a fait la réédition, la traduction du Saint-Théodorien. Là. Ouais. Puis rapidement, qu'est-ce qui s'est passé avec le général Alcazar, c'est qu'il a été embauché. Il s'est ramassé chez les Européens dans la Deuxième Guerre mondiale. Puis il a rencontré Alan Turing, celui qui a craqué le code Enigma. Parce qu'il y avait beaucoup de colère, là, ils l'ont mis dans un endroit où il ferait pas de mal, puis ils se sont liés d'amitié. Puis il a aidé d'ailleurs à développer le premier ordinateur qui joue aux échecs. Alan Turing a été celui-là, donc le général Alcazar, en fier joueur d'échecs, mais l'ordinateur a gagné et le général Alcazar a brisé la machine encore dans une de ses colères. Puis finalement, là, de métier en métier, là, il s'est ramassé à jouer avec des couteaux puis à se mettre chum avec Chiquito. Puis finalement, c'est un problème de comportement, finalement. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Il a jamais été capable d'accepter de la gestion de colère. C'est ça. Ouais. Le lancer des couteaux, ça le garde en paix. Là. C'est ce qu'on accepte, c'est ce qu'on voyait dans la. Ben oui. Écoute, c'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. On l'a pas dans le film d'ailleurs. Le film qu'ils ont fait sur Alan Turing, on le voit pas, le général Alcazar. Non, malheureusement, ça a été évacué. Ils ont combiné les deux personnages, ça se peut. Ouais. Des fois, ils font ça dans les films. Mais sa bio a le titre qui a le moins rapport depuis le festin nu. Très possible. D'autres, plein d'autres choses. Il y a plein de bons trucs dans ce petit épisode du musical. Il y a un clown qui lit le journal Sport Élevage. Ça arrive. Moi, j'ai jamais lu ce journal-là. Ouais. En même temps, il y a des grosses mains. C'est peut-être un fermier. C'est peut-être son sideline d'être clown, sûrement. Peut-être. Un musical. Oui. Et là, on apprend ensuite. Là, on a eu le monsieur Clermont qui est tombé dans le coma. Et là, 2 jours plus tard, c'est un autre professeur qui a vraiment un excellent nom de professeur, Sanders Hardmuth, qui est un des très très bons noms de professeurs de la série. Mm-hmm. Oui, effectivement. Parce qu'il y en a des solides, là. Mais Sanders Hardmuth, c'est quand même très bon. C'est pour ça que c'est le chef de mission aussi, là, de la mission ethnologique. Là. Ils l'ont choisi pour son nom. C'est ça, c'est sûr que oui. T'appliques, puis c'est ton nom qui décide. Ouais, parce que la mission Bergamote aurait eu moins de style, mais la mission Sanders Hardmuth. Ou la mission Marc Claret, c'est ça, Claret? Ouais, c'est ça. Oui. Marc Claret, qui n'a pas un très très bon nom. Et on le rencontre plus tard un peu, le professeur Bergamote. Et lui aussi, c'est un peu étrange comme... parce qu'il a étudié avec Tournesol. Mais Bergamote, lui, une espèce de grand bonhomme costaud. C'est un Gilderoy avec une barbe. Ouais, un genre de Gilderoy avec une barbe. Et Tournesol, lui, un petit bonhomme tout chétif. Ouais, presque se passe avec ces deux gars-là. Il fait du combat dans un épisode ultérieur. Oui? Il fait de la savate, il me semble, Tournesol. Il fait un coup de pied dans les airs, puis il perd tous ses objets. Mais c'est vraiment plus tard. Mais il y a peut-être que Tournesol a fait un bac avant. Il est peut-être plus vieux pour vrai. Tu sais, des fois, tu fais un changement d'orientation. Il a déjà travaillé, puis ils ont étudié ensemble, mais Tournesol était déjà plus vieux. Il a commencé par une mineure en nutrition. Ouais, peut-être bien. Il avait fait quelque chose où il savait pas trop où aller. Il a fait sociologie, ou je sais pas, là. Ouais, peut-être. Mais en fait, on avait une théorie là-dessus, hein. C'est que probablement que le professeur Tournesol, c'est pas un vrai vieux. Ben non, c'est ça. C'est un faux vieux. Quand t'es scientifique, t'es automatiquement un peu vieux. Ouais. Tu sais, par la force des choses, juste en étant scientifique, il y a une barbichette qui te pousse. C'est ça. Puis plus t'es un vieux scientifique, plus t'as du prestige. Donc là, lui, il a accéléré les choses, Tournesol. Il a inventé un procédé pour se vieillir. Ouais. C'est comme Martin Carly dans Génial. Là. Il a les cheveux blancs déjà, mais il est pas si vieux que ça. Ben, c'est ça. Parce qu'il est scientifique. Ouais, c'est ça. Il a genre 27, 28 ans. Ouais, à peu près. Ça. Ouais. Je comprends. Je pense que Tournesol, c'est un peu ça aussi. Là. Il y a une espèce d'âge dans le début trentaine. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que Bergamote, là, il a clairement une belle quarantaine en forme. Oui, c'est beau, monsieur. C'est ça, ouais. Ils ont été il est bel là. Oui. Il est présentant. Oui. Mais évidemment, à tour de rôle, donc tous les scientifiques tombent endormis et vont les mettre à l'asile éventuellement. Et c'est ça. Et Tintin, moi, ce qui m'a un peu frappé, c'est que Tintin connaît tous les ethnologues par cœur. Ça a l'air d'être un grand fan d'ethnologie.
Il est abonné à la newsletter. Ouais, la sigillographie, ça y tentait pas, mais l'ethnographie, par contre, Tintin, lui, il connaît ça. Ouais, mais il avait lu l'article dans le journal. La momie de Raskar Kapak se fait foudroyer par une boule d'électricité, et c'est le personnage qui revient de l'oreille cassée, cette fameuse boule d'électricité. Oui. Elle revient. C'est vrai. Et je crois que pour ton expérience de cette semaine. Si quelqu'un tente 2 fois la même expérience en espérant un résultat différent, il est un peu débile. Et c'est ce que j'ai tenté cette semaine. Je me suis dit que tant qu'à avoir essayé la boule d'électricité dans l'oreille cassée, je vais retenter l'expérience, mais cette fois-ci avec une momie. Donc je suis allé au musée de la civilisation, j'en ai dérobé une. Et j'ai essayé ça chez nous alors qu'il y avait une tempête samedi passé. Oui. Et comme d'habitude, l'éclair est tombé sur mon appartement, mais ça n'a pas volatilisé la momie ni fait tournoyer une chaise dans les airs. Ça m'est plutôt, encore une fois, tombé sur la pomme, et l'eau de mon corps servi de conducteur pour cette charge énorme d'électricité, me causant moult lésions et rien d'autre. Voilà. Bon, donc désolé. Encore une fois, elle fait beaucoup de chemin d'ailleurs, la boule d'électricité là, dans la bande dessinée. C'est pas mal. Elle bouge pas mal. Ouais, c'est ça. Elle est partie du San Theodoros jusqu'en Belgique. Cette fameuse boule d'électricité. Mais t'as l'air bien pour un bifoudroyer. Ouais. C'est correct, ça. C'est tout du synthétique. T'as pris des couleurs. C'est pas des vrais cheveux. On n'a pas parlé de Milou encore. Non. Qui est quand même présent. Et moi, je tiens à chicaner un peu Tintin parce que je trouve qu'il est vraiment très exigeant envers Milou. Entre autres, à la page 24. Mm-hmm. On dirait qu'il oublie que c'est un chien. Je sais qu'il fait partie de l'équipe, là, c'est comme un personnage, mais ça reste un chien. Il en demande vraiment beaucoup, puis on va le voir par la suite. Vous l'avez remarqué aussi que Milou, finalement, ça devient presque... c'est nuisible, là. Finalement, de le traîner, ça devient plus compliqué qu'autre chose. Ça fait un petit bout qu'il trimballe Milou avec lui, là. Ça a combien d'espérance de vie, un chien? C'est quoi, une quinzaine d'années? Mais je pense que Milou, il est rendu sénile à ce stade-là, là. Mm. Mais là, en plus que, moi, quel âge j'avais le deuxième Milou quand il a été capturé dans le Lotus Bleu, tu sais. On se rappelle que c'est Milou le chien chinois. Oui, il n'y a rien qui dit qu'il n'a pas d'ailleurs trouvé un troisième Milou, que lui, c'était un chien pas parlant, puis pas très intelligent non plus. Ouais. Donc là, la relation avec Milou et Tintin, c'est frette. Ouais. De plus en plus. Il y a peut-être quelque chose un peu comme dans le Prestige, le film de Christopher Nolan, où on voit à la fin que là, si vous avez pas vu le Prestige, fermez vos oreilles. Fermez vos oreilles. C'est pas le premier punch que tu scrapes aujourd'hui. Anyway. on téléporte des chapeaux, et on dit ça marche pas, on retrouve pas les chapeaux, mais finalement les chapeaux sont un peu partout, donc il y a peut-être ça aussi là. Il y a peut-être un Milou à un moment donné qui s'est téléporté. Parce que ça se téléporte des fois de temps en temps dans Tintin. Quand ils peuvent frapper hors de l'éclair. Donc, il y a une espèce de multiplication de Milou. C'est le même Milou, mais un peu différent. Peut-être, oui. Il y a plusieurs Milou qui se promènent, puis au fur et à mesure des aventures, on rencontre un Milou. C'est plusieurs Milou de différentes réalités alternatives. Exactement. Ouais, tu sais, il y a 2 Dupont. Il y a peut-être 2 Milou. Tu sais, Milou OU, puis Milou OO. OU et OO. Milou. Oui, il y a peut-être 2 Milou. Comme quoi les Dupont sont l'agent Smith, finalement. Aussi. Voilà. Et voilà. Ouais. C'était un précurseur, Hergé. Oui. Il avait tout vu ça venir, lui. Oui. On a un peu parlé, des seules boules de cristal. On n'a pas parlé beaucoup du temple du soleil. Et on va en parler tout à l'heure, parce qu'on va on va jouer une chanson tout à l'heure que tout le monde connaît, qui est la chanson la plus triste de l'histoire de l'humanité. On va faire une petite pause publicitaire et tout de suite après, aller chercher des Kleenex parce qu'on fait jouer, bien sûr, la chanson de Zorino. Oh non, non, non. Vous écoutez CKRL 89.1. Québec. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. En français d'abord, dès 6h, 7 jours sur 7. Univers francophone du lundi au vendredi dès 9h. Méridien du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30. La totale le dimanche de 22h à minuit et des verres d'oreille dimanche 15h. Faites une place de choix à la chanson francophone au quotidien. Rallonge tes rêves.
Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Pourquoi s'en aille? Pourquoi faut-il mourir après la nuit? Pourquoi faut-il qu'un Zorino s'en aille? Qu'un Zorino quitte déjà la vie. Je n'étais rien encore. Et je ne serai plus rien. J'aimerais être fort pour entrer dans le noir. On a eu beau me dire que l'on vit pour la mort. J'aimerais tant vieillir plus longtemps ce soir. C'est-tu triste rien qu'un peu? Ça n'a pas de bon sens. C'est la chanson la plus triste de l'histoire. J'aime tellement pas ma vie en ce moment. Écrite par Jacques Brel. Et là, moi, j'écoutais cette chanson-là et comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui a pensé demander à un jeune René Simard de faire cette chanson-là? Ben, sérieusement, ça sonne vraiment comme si c'était lui qui chantait. Mais, pensez-y, là, René Simard qui chante ça, là. Les voyez-vous, les montagnes de cash? Toutes les mamans du Québec... qui pleure devant le petit René Simard qui chante ça. Mais un téléthon, là. Innocence de l'enfance. Ben oui, un téléthon. Imaginez-vous un téléthon dans ce temps-là. La biographie d'Alcazar a été matée par un petit pudding Laura Secor. Oh! Très bon. Mais imaginez ça, là, René Simard dans un téléthon. Ah, c'est sûr. C'est juste... Au premier décompte d'argent, t'as déjà atteint ton objectif. Ben oui. C'est ça. C'est juste qu'il n'y a plus cet âge-là. Pourquoi? Non, mais moi, je parle non, donnez-lui tout. Jeune René Simard, là. Hey, écoute, c'est une occasion manquée. Hein? C'est très, très raté. Ouais, vraiment. C'est un peu décevant. D'accord, j'espère qu'on vous a pas mis trop... qu'on vous a pas mis trop triste pour débuter cette deuxième partie de l'émission E égale RG2, puisque c'est ce que vous écoutez en ce moment sur CKRL. On est toujours dans le diptyque Les 7 boules de cristal et Le Temple du Soleil. Le Temple du Soleil qui, on le sait tous, on l'écoute à Ciné Cadeau à chaque année, a été adapté en film dans lequel on retrouve cette chanson, qui n'est pas dans le livre. Zorino, heureusement, est beaucoup moins... c'est beaucoup moins triste, son destin. C'est quand même, c'est pas super... Mais c'est beaucoup moins pire. Et son chapeau passe par 4 personnes, je pense. Il doit sentir le fond de tête pas mal à la fin. Il y a beaucoup de choses dans cet album-là qui sentent drôles. On va en reparler. Partez-moi pas là-dessus. Ça a été également adapté en comédie musicale. Que j'ai découvert avec effroi aujourd'hui. Et on va en entendre un petit bout. Une comédie musicale sur le Temple du Soleil. On va en écouter un petit bout. Tania, fais-nous donc jouer ça. Hey, je peux pas croire, je vais peser sur play. Ah oui, donc. Ce sera pas long, là. Il y a un petit moment au début. À date, c'est pas si pire. Ça se retrouve sur YouTube, d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est Tintin qui chante. Un vieux René Simard. Ouais. Un peu. Efface nos misères. Été comme hiver. Est-ce que ça devient meilleur, Guillaume? Ou... Non, c'est une longue pente descendante. Ouais, c'est une longue abîme. Et curieusement, dans la vidéo YouTube que j'ai vue,
pendant toute la tourne, le monde arrive et il se serre la main. Alors, je pense que c'était à la fin, le dénouement heureux. Alors, Tintin décide, hey, je vais chanter sur le soleil. Ouais. C'est curieux parce qu'il n'y a personne qui se serre la main dans l'album. Non, aucun contact. Non. On se touche surtout pas. Non, à part pour se donner des coups de poing. Mais d'ailleurs, il y a le personnage, moi je suis déçu parce que j'avais hâte là, de parler de la petite sœur, ou du moins de la petite fille qui est avec Zorino, mais elle est pas dans le livre. Elle est pas là. Mais non. Elle est juste dans le film. C'est ça. C'est la fille de l'Inca dans le film. Puis là, l'Inca. D'ailleurs, il n'y a aucune femme chez la tribu Inca. Il y a une couple de choristes quand même. Oui, à la fin, il y a des femmes incates. C'est ce qu'on dit. Les incates, c'est comme ça. Les incates qui les incas. Bon. Qui chantent Pacharukak, Pachacamac, Viracocha. Voilà, il y a d'autres paroles, mais je vais vous épargner ça. Donc, le temps du soleil, donc ça commence avec la première rencontre de Haddock et un lama, et ils s'aiment pas. Hein, le lama qui, bien sûr, crache dans le visage de Haddock, qui n'aime visiblement pas ça parce que c'est de l'eau. On a également une blague de caca. Page 4, ça part tout de suite. Une blague de caca, parce que les Dupont se demandent qu'est-ce que c'est guano. Ouais. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est du caca. Et là, il y a la page 5, en fait, et moi, ça m'a beaucoup intéressé, tout ça. Je fais une petite incursion très rapide, François, parce que, le capitaine et Tintin sont au Pérou, et là, ils réalisent que sur un bateau, possiblement, le professeur Tournesol se cache, et il y a comme ça une vedette médicale qui va visiter le bateau et qui revient en disant 2 cas de peste bubonique à bord. Oui. J'ordonne 2 mois de quarantaine. Et là, Tintin qui regarde le médecin. 3 semaines. 3 semaines quand même. Et quand le médecin, il dit, ben non, c'est un Indien, fait que forcément, il y a pas de mal. Ben non. Alors moi, cette semaine, c'est ça qui m'intéressait. T'es allé faire ça? Ben oui, j'étais allé au Vieux-Port, comme toujours. Et il y avait un paquebot là-bas qui transportait, semble-t-il, des matières dangereuses. Et c'était formellement interdit d'aller à bord. Mais le garde-côte qui s'assurait de la sécurité était indien. Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis allé faire un tour et je suis revenu couvert de petites plaques rouges. Ça ne veut pas s'en aller. Et j'ai apparemment qu'il n'y a pas de solution pour ça. Fait qu'on verra si je termine la saison avec vous, messieurs. Mais t'as l'air bien. Non. T'es quand même là pas mal. T'es sorti de ta quarantaine pour venir faire l'émission, c'est gentil. Est-ce que tu es obligé de retourner après en quarantaine ou c'est comme ça que ça marche? Je sais pas. Moi, j'ai jamais. Non, ils m'ont juste mis dans une cellule d'isolement puis ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Ça te va bien, les bubons, pareil. Fait qu'on peut... Un des beaux mots. Un des beaux mots de la langue française. Bubon. Les bubons. Ben oui, écoute, Tintin. Ben oui, mais c'est vrai que c'est quand même un peu étrange. Est-ce qu'il faut les Indiens, on les croit pas de base? C'est quoi? Tintin semble convaincu que tous les Indiens sont de mèche, puis il ne croit pas aucun Indien. Bon, Kouicha par-dessus le marché. Ouais. Tous les Indiens Kouicha, qui sont probablement reconnaissables à l'œil, parce que même le médecin sur la vedette, c'est facilement reconnaissable que c'est un Indien Kouicha. Oui, même si on le voit peut-être à 500 mètres, là, cet homme est un Indien Kouicha, clairement. Et depuis le début de la série, Tintin, chaque fois que quelqu'un veut lui offrir de l'argent, il veut lui acheter un reportage, Tintin refuse toujours. Il dit non, gardez votre argent, j'en veux pas. Et là, dans l'album, il se ramasse à un moment donné... à la page 12. À la page 12, il se ramasse déguisé parce qu'il a acheté un poncho et un horrible chapeau. Et là, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, là. Oui, parce qu'il veut suivre quelqu'un en prenant le train, mais il n'y arrive pas parce que... Il n'y a pas d'argent pour s'acheter un billet de train. Ben, il a mal géré, premièrement, parce qu'il a tout dépensé dans le costume. Juste pour faire une blague au capitaine Haddock. Parce que le costume ne sert qu'à ça. Et finalement, il manque d'argent, mais c'est la première fois que Tintin manque d'argent, parce que d'habitude, c'est pas compliqué. Tout dans l'oreille cassée, il peut acheter quasiment tous les fétiches, il n'y a pas de problème. Il prend toujours des billets d'avion, il n'y a pas de problème. Le bateau, le train, il mange pas souvent, par exemple, mais c'est la première. Il sauve là-dessus. Il sauve là-dessus. C'est sûr, il économise là-dessus, mais c'est la première fois qu'il manque d'argent, ça m'a frappé. Oui, c'est vrai. Mais oui. Mais il réussit finalement à prendre le train et compte de malheur, le train saboté. Par qui? Un Indien. Un Indien. Maudit. Mais oui. Donc, sabote le train, se ramasse dans l'eau. Et là, justement, ils sont sauvés. Et on rencontre pour la première fois donc Zorino, qui est un petit marchand d'oranges, tout simplement. Ouais, un vendeur d'oranges. Un vendeur d'oranges. Qui se fait intimider. Puis, mais Tintin, dans sa grande bonté, le sauve, et l'Indien l'Indien méchant qui voit ça et finalement se dit finalement ce gars-là
C'est pas un si mauvais. Il est correct. Ouais. Non, il est correct, Tintin. C'est là qu'il donne l'amulette, le talisman. Oui. Ouais. Donc, à ce moment-là, Tintin devient immunisé contre tous les maléfices. Plus 10 au charisme. Oui. Mais il est quand même chanceux parce que là, il est tout seul. Là. Les autres, tant pis pour eux autres. Là. Bon, il fallait faire un choix. Je pense qu'il y avait l'Indien n'avait qu'un médaillon, puis le donner à Tintin. Ouais, c'est vrai. Mais faut le mais Tintin, il attire quand même la sympathie. Là. Ouais, c'est ça. Les gens font ça, ouais. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu donner à Zorino à place? Ben, Zorino, il est caché parce qu'il veut quand même servir de guide à Tintin. Puis il se cache après, donc peut-être que l'Indien voulait le donner à Zorino en se disant, bon, probablement qu'ils vont finir ensemble. Mais c'est un des nôtres, tu sais. Ouais, c'est un des leurs. Mais bon, Tintin, il attire vraiment la sympathie. Là, avec ça. Zorino, personne ne veut lui donner un capital, personne ne veut lui donner de la chance vraiment, parce que Zorino, c'est de l'espagnol qui signifie il ne verra jamais son 15e printemps. Voilà. Fait qu'il a donné une amulette de protection, là. Faut pas lui donner des chances dans la vie, là. C'est un orphelin de profession. Faut garder ça. Ouais. Dans la pitié. Non, t'as bien raison. Le plus possible, oui, c'est vrai. Mais Tintin se méfie même de Zorino, point que j'avais déjà soulevé. La seule fois où Tintin se disait c'est peut-être un piège, c'est la seule fois où c'en était pas un. Et encore là, Zorino, on sait que ça va être un allié vraiment précieux. Et quand il lui propose son aide, c'est sûr qu'il s'était quand même caché pour lui parler. Puis Tintin a accepté de le suivre et de le rencontrer le lendemain. Mais encore là, Tintin, il n'a pas le flair du tout là-dessus, se questionne. Est-ce que c'est un piège? Mais non, c'est Zorino, il va être très précieux. Ouais, encore une fois, ça nous montre que Tintin, là, une des choses qu'il ne faut pas qu'il suive, c'est son instinct. Ouais. Il doit tous laisser porter par les faits. Ouais. Il n'a pas suivi son instinct. Ouais, exactement. Mais quand même, je trouve que Tintin, il y a une belle progression au niveau, comment je dirais ça? On sait que Tintin, depuis le début de la série, il se tient souvent avec un peu le monde interlope. Il a vu un peu comment ça fonctionnait. Et là, après que le capitaine Haddock, que Zorino se soit fait kidnapper, il part avec le capitaine Haddock à sa recherche. Et là, il tombe sur les méchants kidnappeurs. Et là, Tintin s'empare d'un fusil vraiment dans une scène d'action quand même assez intéressante. Et il tient les méchants en joue comme un vrai de vrai guerrieros là. La position à la hauteur des hanches. Hein. Oh, oui, vraiment. Puis tu vois qu'il sait comment ça marche là. Il est pas à son premier. Mais il a la main plus sûre aussi. Kidnapping, ouais. Sur la carabine, là, je trouve qu'il a la main plus sûre. Et tout de suite après, on voit Milou qui se fait capturer par un condor. Et là, ça nous amène quand même beaucoup de questions. Là, on a quand même eu des bonnes discussions sur l'histoire du condor. Mais ouais, parce que premièrement, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, il capture Milou. Ouais. Alors déjà là, on peut imaginer la grosseur, la taille réelle de Milou. Mais ensuite, il capture aussi Tintin. Qui doit peser. Il pèse combien, là, vite comme ça? Là, à 115, mettons. 115 parce qu'il y a du gel en masse dans ses cheveux, là, où ça tienne. Ça. Puis Milou, bon, peu importe, c'est négligeable. Une petite livre. Ouais, c'est ça. C'est fait en nuage. Mais un condor, ça peut pas transporter quelqu'un, là. Ben, Tintin est relativement léger, sauf si on tient en considération son squelette en adamantium, parce que Tintin est Wolverine. C'est vrai. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'avait pas dit. Chose de plus en plus certaine maintenant qu'il y a de la magie dans l'univers. Ouais, comme dans l'univers des Je voulais le X-Men. tester, mais en passant par Mingford, il y avait pas de condor. Non, Non, c'est ça. c'est juste dans les J'ai essayé avec une poule, mais c'était pas mieux. Non. Mais ouais, c'est un gros oiseau, par exemple, le condor. Mais... Oui, une espèce en voie d'extinction, et c'est là que Tintin choisit son moment pour renouer avec ses instincts destructeurs de Tintin au Congo. Première affaire qu'il fait, hey, c'est un condor. Hey, j'ai un fusil dans les mains. Hey, bang, une balle, moins un condor. Quelques pages plus tard, on rencontre un gros serpent qui a pris Zorino captif. Bang, moins un serpent. Et là, la meilleure scène d'action de tout le livre, peut-être même de la série, Tintin qui s'en prend à des crocodiles, mais vraiment, écoute, c'est assez spectaculaire. Regardez les pages 38-39. Tintin, il sait comment manier un fusil, là. Ouais. Tous les crocodiles du Pérou sont autour d'eux. Qu'est-ce que Tintin fait? Bang! À répétition. Ah, mais c'est quand même assez incroyable. On le voit faire, là. Il
il est à son affaire, il sait où viser, là, On aurait pu faire une tonne de sac à main avec ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, François, je vais revenir là-dessus. Là. Tu parlais de la fascination des armes de Tintin. Là. Oui. Puis je pense que c'est un problème réel là, chez Tintin. Là. Il y a une très grande fascination par les armes. Puisque à la page 24, lorsque Zorino se fait capturer puis que les méchants volent là, tout le kit, là, Tintin va dire au capitaine Haddock, « Disparu, capitaine, ainsi que les lamas, les provisions et, chose encore plus grave, nos carabines. » Ouais. Donc, avant même les provisions et les lamas, les carabines passent en premier chez Tintin. Ah, il y a un problème. Dans l'île Noire, j'ai noté ça aujourd'hui, Tintin, à un moment donné, dit « Un Browning chargé est le début de la sagesse. » Il n'y a aucun problème, cet enfant-là. Là. Non, il est très sain. Donc, petit enfant de 16 ans, ses petites mains savent manier peu importe le fusil. Tintin et Dirty Harry, séparés à la naissance. Tintin, cet enfant soldat. Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'entoure de gens avec des problèmes. Le professeur Tournesol, on s'entend, il est pas tout là non plus. Capitaine Haddock, tout un problème d'alcool. Mais je pense que c'est ça le vice de Tintin, là, c'est les armes. Là. C'est ça qui va pas chez lui. Ouais. Il a clairement sa carte de la NRA. Là. Ah oui. D'ailleurs, dans cet album-là et le précédent, on découvre que le professeur Tournesol a un grand problème de psychotrope. Là. C'est un consommateur de drogue plutôt intense. Il est toujours drogué puis il suit toujours les méchants de son plein gré. De son plein gré? Non, je pense pas. Mais un problème de consommation en général, parce qu'on le sait, le capitaine Haddock, là, il y avait Milou qui finissait tout le temps par prendre une lampée de whisky à quelque part. Et dans le début du Temple du Soleil aussi, quand on arrive dans le pays, on prend un verre de pisco. Et cette fois-ci, bon, Tintin le refuse pas, mais il ne le prend pas. Là, on dirait que c'est un peu une pub télévisuelle. Il y a personne qui boit, on voit pas boire personne, mais ça apporte absolument rien. C'est juste buvons du pisco. Mais je me suis dit, c'est peut-être juste pour ancrer dans le lieu. Ouais, mais il y avait quand même une carte au début, tu sais, qui nous montre où on est. Ouais, tu sais, il aurait pu jouer à un jeu de pied péruvien au lieu de boire ça. Ouais, mais ouais, je trouve qu'il y a trempé là-dedans, comme on dit, dans le monde interlope, c'est des écorchés vifs, là, ces gars-là. C'est vrai, mais je trouve qu'il y a vraiment un problème avec la promotion de la boisson à travers ça. Peut-être que c'est moi qui est trop prude. Peut-être. Mais là, il est presque à la fin de l'émission. Il n'a pas encore parlé du grand dénouement. Tintin sur le bûcher. Ouais. Et comment fait-il pour désamorcer la situation? Il a vu que une éclipse allait se produire. Ouais. Sur un journal qu'il avait trouvé par hasard dans les poches du capitaine Haddock pour emballer ses cartouches. Ouais. Manchonné par Milou. Oui, qui agit comme un stupide chien. Et là, tout d'un coup, la seule page qu'il y a dans ses poches révèle qu'il va y avoir une éclipse au Pérou, au moment même, dans des 18 jours qui vont suivre. Et comme par hasard, le chef Inca lui dit « Ah, choisissez votre date, choisissez votre heure. » Et là, Tintin, pas plus cave qu'un autre. « Ah, dans 18 jours, à 11 heures. C'est la fête du capitaine, lol. » À 11 heures, oui. Ouais. Il a un peu fait, dans le fond, comme il y a plusieurs films récemment qui ont fait ça, le méchant qui veut se faire capturer. Ben, dans ce cas-ci, Tintin, c'est un peu le méchant pour les Incas. Donc, il fait un peu la même technique que comme dans Silva dans Skyfall, là, le Joker dans The Dark Knight, également Loki dans les Avengers. Ouais. C'est trois méchants qui se sont capturés parce que ça faisait partie de leur plan. Donc, Tintin est un peu dans cette mouvance-là également. Ben oui. Et compte tenu des invraisemblances qu'on a vues dans la série jusqu'à date, est-ce que la passe de l'éclipse, c'est la chose la plus invraisemblable qu'on a vue? Je suis pas tant convaincu. Il y a eu des affaires pires. Parce que, tu sais, on s'entend, ces peuples-là vénéraient le soleil, ils connaissaient quand même l'astronomie. Ils savaient, ils savaient de quoi ils en retournaient, là. Ah oui, de 1900 à 1947, il y a au moins 3 éclipses qui devaient être visibles du Pérou. Alors, pour des tripeux de soleil, là, je les trouve pas ça à coche tant que ça. Ouais. Ou peut-être a été chanceux puis a pogné une tribu qui était moins genre le Beauceville des Incas. Là. Ouais, peut-être. Tribu peu informée. Salutations aux gens de là-bas. De Beauceville, les ondes se rendent pas. Non, et c'est pas grave, ils nous écoutent en podcast, en balado-diffusion sur iTunes, bien sûr. C'est vrai. Donnez-nous 5 étoiles. iTunes ne se rend pas. Pachacamac, notre dieu soleil. Et donc, Tintin prouve qu'il est plus grand que le soleil et devient une espèce de figure mythique pour les Incas qui décident de libérer les ethnologues de leurs emprises, de leurs sortilèges. Et donc, tout
tout est bien qui finit bien. Tintin se fait offrir de l'argent qu'il refuse encore parce que Non, il le garde. Il le garde. Non, je pense pas qu'il le garde parce qu'ils partent avec dans les poches de leur chameau là. On le dit à la fin. Ben oui. Ouais, ils ont l'air. Alors lama. Ouais, peut-être. En fait, moi j'aimerais ça ouvrir sur quelque chose là. Vas-y. Ça fait trois albums en fait. Dépêche parce que je vois qu'on parle des sabords là. Ok, je me dépêche. Ils sont sur un high roll là. Ça fait 3 albums là qui récoltent de l'argent. Il y a eu le submersible du professeur Tournesol. Il y a eu le trésor de Rackham le Rouge. Et là finalement on revient à la maison avec ben du cash dans les pochettes de nos lamas. Je pense qu'après ça, on s'amorce vers la grande descendance. On peut juste dépenser après. Là. On va faire une dépense folle, genre une fusée. Mettons. Voilà. Une petite fusée. Une petite fusée. Oui. Donc, on en parlait tout à l'heure. Là, c'est ça. On compte les sapristis. C'est super, c'est drôle. D'ailleurs, on est rendu à 70 avec les 2 albums. Allez voir ça. Ça va être en ligne dans quelques instants sur facebook.com/RGCKRL. Sauf que là, Guillaume, depuis quelques albums, on entend le Capitaine Haddock parler des 1000 milliards de 1000 sabords. Et toi, t'as tout comptabilisé ça. J'ai fait un recensement détaillé de toute mention des sabords par le Capitaine Haddock. À date, suivant la chronologie qu'on établit dans l'émission, il y a eu 76 mentions de sabords. OK. Qu'est-ce que tu es impressionnant là-dedans? Attendez. J'ai compté vraiment combien de sabords ont été mentionnés. Dans les 2 premières apparitions du Capitaine Haddock, c'est-à-dire... Dans le crabe aux pinces d'or. Crabe aux pinces d'or et tout de suite après... le secret de la licorne. Merci beaucoup. Première apparition, 2 fois 1000 sabords. 2000 sabords, correct. Ouais. Après ça, secret de la licorne, 1000 sabords. Ça monte au total à 3000. Ah, c'est soft. Mais là, le trésor de Rackham le Rouge, on commence à nous rentrer dedans. Oh, ouais, ça... 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. On l'a déjà dit, c'est un quadrillion de sabords ou un iota sabord si on emploie le système de sabord métrique que j'ai établi. Ouais. Ce qui nous amène, alors, aujourd'hui, rendu au Temple du Soleil, en excluant l'étoile mystérieuse, nous faisons un décompte. Nous avons, tenez-vous bien, 5 quadrillions, 2 milliards, 10 billions, 3 milliards, 55 000 et 1 sabord. Et un? Et un sabord, oui, parce que dans le trésor de Rackham le Rouge, à la toute fin, Haddock s'enfarge sur sa phrase et dit « 1000 trésors, le sabord de Rackham le Rouge ». Et ça donne un petit sabord orphelin qui scrape un peu toute ma gamique. Mais... Moi, ça m'impressionne. C'est des chiffres qu'on n'entend jamais. Là. J'ai un peu de misère à visualiser ce que ça représente. Là. Et c'est énorme. Oui, et même que ça n'a aucun bon sens. J'ai établi un jeu de boisson avec les sabords. C'est-à-dire, pour chaque sabord mentionné par le Capitaine Haddock, vous prenez un shooter. Un shooter mesurant 45 millilitres, j'emploie une once et demie et j'arrondis un petit peu. Si pour chaque shooter mentionné par le Capitaine Haddock, pour chaque sabord mentionné par le Capitaine Haddock, on prenait un shooter, nous aurions bu, donnez-moi une petite seconde, je vais juste retrouver ma petite cale parce que là j'essaie de fouiller. J'ai peur. Moi aussi j'ai peur. Je vais tellement être beaucoup. Va chercher la Guardiente tout de suite. Eh mon Dieu, le bisco. Non, prenez de quoi de bon, prenez pas du sourpuss. OK. Pour chaque shooter par sabord, nous buvons 225 trilliards, 90 billions, 450 milliards, 135 millions, 2475 litres d'alcool et un shooter. Ouais. François, à cause du sabord orphelin. Ce qui représente 178 fois le volume d'eau sur la planète Terre. Ben, moi, je pense que prenez un shooter en verre d'eau, Hein. Même si on vient du Saguenay, là. Ouais, effectivement. C'est assez nécessaire. Vous allez manquer d'eau à la deuxième case. C'est sûr. Mais c'est incroyable, là. T'as vraiment trouvé une nouvelle façon de concevoir la vie, là. Oui, les sabords métriques. Je m'étais dit, je vais checker ça sur Internet. Il y a sûrement un tintinologue qui l'a fait. Non, je pense que je suis un pionnier. Enfin, on a l'impression que tout a été fait dans le cadre de Tintin. Ben oui. Pourquoi ça nous arrive à nous, ces choses-là? Je veux faire la première page du journal. À force de plier et de replier les œuvres, on a fini par sortir quelque chose. Mais dis-moi, Guillaume, à quoi ça peut servir tout ça? Absolument rien, François. C'est incroyable. À faire une stupide joke de chiffres dans une émission de Tintin à CKRL. C'est incroyable. Je suis couché à 2h du matin pour ça. Et là, moi, je me sens vraiment cheap. Là. Tout ce que j'ai fait, c'est penser que le Capitaine Haddock doit vraiment puer dans ses vêtements. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, ça. C'est vrai qu'il doit puer.
Il doit vraiment Le puer. vieux fond de tonne. Que ça puis le casse de Zorino, là. C'est deux choses qui puent dans l'album. Ouais, mais Capitaine Haddock, il traverse une mort, il se fait cracher d'en face. Le voyage dure environ 3 mois. Ouais. Il se lave pas Il se fait là-dedans. licher par un tapis. Ils sont dans la forêt en plus, ils sont dans la forêt amazonienne, puis ils portent une espèce de je sais pas, là, soit c'est en feutre ou en velours côtelé. Puis si on sait doit que... suer le fond de tonne, évidemment. Parce que si on sait que s'il y a une salive d'animal qui pue, c'est bien la salive du tapir. tapir, C'est ouais, une ouais. des pires. Là. Ah oui, c'est dans le nom. Ouais, c'est ça. Mention d'ailleurs à Captain Haddock qui est déguisé tout le long en sagouine. C'est vrai, c'est un des beaux costumes. Ouais. Écoute, demain, je vais me forcer, Guillaume, parce que t'as tellement mis d'efforts. Je vais faire un petit graphique sur la sabord métrique. C'est tellement... Je vais maintenir le compte, inquiétez-vous pas. Là. À la fin de la série, là, on va savoir exactement combien de sabords étaient prononcés. Et je pense que le petit Abdallah... au pied de l'or noir. Il va dire 1000 sabords à quelques occasions, mais jamais plus, je crois, que le millier. D'ailleurs, c'est ça, mon Google Doc, il arrête de compter après 15 chiffres. Alors moi, on va manquer de chiffres. Ben, à vrai dire, je run à des chiffres de 25 chiffres dans un nombre et il a fallu que je trouve un tour de passe-passe pour bien compiler mes calculs. C'est vraiment plus compliqué que ça devrait l'être. T'es en train de me dire une joke conne de même. que Google Doc peut pas assumer le fait qu'on fait ça là, en ce moment. Là. Google Doc était pas prêt pour... Donc, à vos auditeurs, un super ordinateur serait de mise. Ouais, mais Excel, ça marche pas. Mais quand tu le tournes à l'envers, est-ce que ça écrit le soleil quand même? Vu que c'est dans le temple du soleil. C'est la seule chose que j'ai pas checké. Ça reste à voir. Combien de sabords pour écrire le soleil à l'envers? Je pense que si je lis à l'envers, ça va dire « Guillaume Plante, tu es un imbécile. Va renouer avec ta conjointe et tes enfants. » Qu'on salue. Ben oui, on les salue. Je vous aime. Je m'ennuie de vous. Écoutez, alors, écoute, sur cette note, c'est un peu Zorino-esque ton histoire, hein? C'est aussi triste que la chanson de Zorino. On voit des parallèles. Pourquoi faut-il que Guillaume compte les sabords? C'est une très très bonne question. Écoutez, c'est ce qui conclut l'émission ce soir, le Temple du Soleil et les 7 boules de cristal. La semaine prochaine, on fait un retour dans le temps. On va parler de l'étoile mystérieuse et un saut dans le futur avec le Pays de l'Or Noir, qui est également un retour dans le temps parce que c'est un peu compliqué l'histoire de publication de cet album. Ouais, ça va être à discuter. On va en parler la semaine prochaine. On a eu un tweet. Oui, un tweet, vas-y donc, sur Matraquemol. Oui, on a eu un tweet peut-être pas Matraquemol, ou c'est peut-être juste parce que c'est CKRL, puis j'ai reçu la notification. Okay. Mais on a reçu un tweet de quelqu'un qui est à l'écoute. Alors Valérie, on te salue, qui n'est pas fan de Tintin, mais qui aime bien notre émission. Alors on aide aussi à faire découvrir Tintin. Oui, j'espère bien. Peut-être à ceux qui... Donc Valérie, peut-être le prochain album, puis viens nous retrouver la semaine prochaine avec des albums. Exactement. Eh bien, continuez de nous suivre. Facebook.com/RGCKRL. On va voir le petit graphique de la sabord métrique demain. Le graphique des sapristis est en ligne en ce moment. Également, c'est ça. Twitter, #Matraquemol. Suivez-nous en balado-diffusion ou en podcast diffusion. Appelez ça comme vous voulez. Sur iTunes. Disponible sur iTunes. Cherchez CKRL ou cherchez E=RG2. Et votez 5 étoiles. Votez 5 étoiles pour que nous puissions dépasser notre ennemi juré, le Scrameusecast. À bas le Scrameusecast. À bas le Scrameusecast. Merci beaucoup à tout le monde qui était à l'écoute. Merci Tania Beaumont. Ça fait plaisir. Merci Olivier Morissette. Merci. Merci François-Jean. Ça fait plaisir. Va te coucher, Guillaume Plante. Sabord. Tu le mérites. Alors, sabord tout le monde. Mon nom est François Angers. Tout de suite après la petite pause, c'est l'émission Ma boîte à cassette. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.